Bonjour, alors moi je suis Nicolas Mellet, je suis neurologue ici. J'ai pas mal d'interactions avec effectivement des collègues psychiatres du GHU et la thématique que nous on propose ou privilégiée ou qui semble le plus utile par rapport aux compétences qu'on a nous neurologues, elle n'est pas tellement portée sur l'analyse des troubles neurodéveloppementaux, mais elle est plus sur quand on a un patient qui est suivi en psychiatrie ou qui fait un premier épisode et qui pour vous a des atypicités, nous, volontiers, on les explore pour éliminer une cause organique associée. Et donc là, l'objectif de cette petite présentation, c'est au moins de donner les grandes pistes qui nous font dire, bah oui, allez, ça vaut le coup d'aller vers un bilan un peu plus poussé, ou vous, ah bah oui, il faut peut-être suspecter chez ce patient une cause associée ou un diagnostic différentiel à expression psychiatrique. Alors effectivement, ça existe, hein, des maladies purement neurologiques à expression purement psychiatrique. Et on verra que malgré tout, cette entité-là est rare et que souvent, c'est plutôt des associations. Donc voilà, on va voir comment on raisonne et comment on organise notre façon de penser devant ces situations. Alors, comme je vois rien sur l'écran, je vais regarder moi aussi un peu l'écran géant. Donc en pratique, on va le détailler après au cours de la présentation, mais les éléments classiques que tout le monde connaît, la première chose à prendre en considération, c'est le mode d'apparition, avec les atypicités qui y sont associées. Mais ça peut être aussi une évolution qui n'est pas attendue dans la pathologie psychiatrique en termes de symptômes et de syndromes, qui va nous amener peut-être à explorer sur le plan somatique et neurologique ces patients. On voit que malgré tout, donc ça c'est un collègue neurologue que je connais bien qui avait fait cette étude, sur une population de 200 patients au CHU de Rouen, finalement il n'y avait pas beaucoup de rentabilité d'une exploration systématique poussée, notamment avec une ponction lombaire, puisque des explorations poussées comprenant IRM, EEG et ponction lombaire permettaient de rattraper 13 patients. Alors on dit que c'est pas beaucoup, mais finalement 13 sur 200, ben, c'est quand même 5%. Ces patients-là, s'ils ont une cause traitable, ben, ça vaut le coup de les récupérer, de les rattraper. Mais du coup, ça ouvre quand même à la question de la difficulté de la sélection de ces patients. Schématiquement, il y a 3 groupes de patients que je vous propose, sur lesquels je vous propose de raisonner. Il y a le trouble psychiatrique, ou en tout cas la présentation psychiatrique, aiguë, très bruyante, premier épisode, et là on se dit, bah, bon, soit il y a des critères associés de drapeau rouge, on le verra après, âge de début tardif, résistance au traitement, soit la présentation est extrêmement sévère, extrêmement floride sur un premier épisode, et là d'emblée, nous on peut aller assez rapidement sur des explorations complémentaires à la recherche notamment par exemple du cadre des encéphalites dysimmunitaires. Donc ça c'est un premier cadre. Le deuxième cadre c'est une présentation plutôt lente mais précoce en termes d'âge de vie. Et là on va se poser la question pour nous de ce qu'on appelle nous nos troubles neurodéveloppementaux qui sont souvent des maladies métaboliques ou hérédo-métaboliques, hérédo au sens génétique. Et puis enfin le troisième groupe qu'on n'abordera pas aujourd'hui parce que ce n'est pas la thématique de la journée, c'est également une présentation lente, mais à début tardif, bah, c'est les maladies neurodégénératives, qui peuvent tout à fait, comme vous le savez, débuter par une présentation psychiatrique, qu'elle soit d'allure psychotique ou plus souvent dépressive. Alors pour prendre le tableau un peu aigu, bruyant, et ben effectivement, nous, on a régulièrement des patients adressés dans ce contexte. Premier épisode, même si c'est un sujet jeune, même s'il y a des caractéristiques délirantes, psychotiques assez classiques, on va assez facilement à des explorations neurologiques et c'est pas si rare que finalement on tombe sur un diagnostic d'encéphalite. Malgré tout, comme je le disais en introduction, la présentation purement psychiatrique reste relativement rare. Je vous ai mis deux études qui retracent des grandes cohortes de patients chez l'adulte et chez l'enfant. Et on voit que les formes à présentation purement psychiatrique représentent environ 4% des cas. Et que le plus souvent, il y a effectivement des symptômes associés. On va le voir juste après. Alors, ça, je pense que c'est peut-être la diapo la plus pertinente en termes de situation clinique et la façon dont il faudrait raisonner. Alors d'abord, il y a le développement rapide des symptômes, des atypicités qui peuvent être des atypicités sur le plan psychiatrique, et ça c'est vous qui nous dites, on vous croit sur parole, et un polymorphisme syndromique. Alors ça peut être polymorphisme, nous en neurologie, quand on utilise le terme polymorphe, vous voyez ça dans nos conclusions parfois, on peut vite sous-entendre le thème somatoforme, trouble neurofonctionnel. C'est pas en ce sens que j'utilise ce terme-là. Polymorphique, c'est plutôt soit il y a une richesse de symptômes et de lignées de symptômes qui s'accumulent d'un point de vue purement psychiatrique,
soit c'est polymorphe parce qu'il y a d'autres symptômes non psychiatriques qui s'y associent. Et ensuite, voilà, c'est du coup la présence de symptômes neurologiques ou d'autres conditions médicales. Donc, le début rapide, très bruyant, y compris si c'est psychiatrique isolé, hein, une résistance ou une mauvaise tolérance au traitement, ça on le voit très vite également, et c'est d'ailleurs une des principales raisons d'adressage aussi, hein, et auquel on associe des manifestations extra-psychiatriques atypiques. Alors typiquement, la lignée des mouvements anormaux, la suspicion de manifestations épileptiques ou épileptoformes, des manifestations dysautonomiques. Les symptômes d'atypicité que je détaille un peu plus que sur la diapo d'avant, je le mets parce que je ne sais pas après si vous avez accès aux présentations, mais l'idée aussi c'était de vous donner un substrat pour avoir un peu plus de détails sur les manifestations. Là, je ne développe pas les premières lignes que vous connaissez mieux que moi, qui est effectivement sur la présentation, pas d'antécédents personnels ou familiaux psychiatriques, un début tardif pour la typologie de la maladie, une résistance ou une mauvaise tolérance, et après les symptômes neurologiques, des épisodes confusionnels. Ça, c'est vrai que vous le ciblez bien en général, ou pseudo-confusionnels, des hallucinations visuelles, plus qu'auditives. On dit classiquement la dichotomie hallucination visuelle, c'est neuro, hallucination auditive, c'est psychiatrique. C'est vrai que des hallucinations purement auditives, c'est quand même très rare en neurologie. Mais par exemple, dans des maladies à corps de Lévy, alors encore une fois, ce n'est pas l'objet du cours, mais on a souvent une évolution vers des hallucinations acoustico-verbales et hallucinatoires visuelles. Et puis d'autres signes qui feront plus penser à une note cognitive, par exemple, que purement psychiatrique. Voilà. La fluctuation des symptômes est un élément important pour nous aussi, que ce soit dans les maladies neurodégénératives, mais même dans les présentations aiguës encéphalétiques. En tout cas, voilà, le message, c'est de se dire, il y a la présentation psychiatrique avec pour vous des drapeaux rouges que vous connaissez, mais également s'intéresser à d'éventuels symptômes polymorphes et ou neurologiques associés avec une évolution potentiellement atypique. Donc sur les tableaux riches et brillants, il faut plutôt évoquer des maladies donc dysimmunitaires, encéphalite, paranéoplasique ou pas d'ailleurs. Hein. Vous savez que tout n'est pas forcément lié à des cancers, mais ça peut être juste dysimmunitaire pur. Cette échelle, elle vaut ce qu'elle vaut. Je ne suis pas certain qu'elle soit utilisée en pratique, mais je l'ai mise parce qu'elle retrace bien l'ensemble des symptômes qui sont décrits comme devant faire partie de votre liste de drapeaux rouges. Et donc, c'est une échelle qui a été élaborée pour aider à détecter et à repérer les schizophrénies dites secondaires. Je ne sais pas si en pratique vous l'utilisez. J'ai plus le nom en tête, je regarderai, je retricherai après, je vous dirai. Voilà. Et alors cette diapo, je ne vais pas la détailler, hein. L'idée c'était de faire 10-15 minutes de présentation, mais pareil, comme ça vous avez les informations. Je trouvais ça intéressant dans la littérature, il y a cette notion effectivement de, j'aime pas le terme psychose, mais psychose auto-immune. Et je trouve ça, c'est pas mal parce que ça s'inscrit bien dans l'idée maladie psychiatrique secondaire en fait à une maladie neurologique encéphalytique, avec également des critères officiels, cliniques et paracliniques. On verra après comment on avance dans ce diagnostic-là. Donc ça, c'était pour la partie tableau polymorphe, riche et bruyant sur le plan psychiatrique, résistant au traitement. Le dernier cas qu'on a eu, là j'étais encore sur les diapos d'avant, hein, je ne veux pas vous donner des tâches intercurrentes, je reviens à la diapo d'avant. Et du coup, le dernier cas qu'on a eu en situation réelle, je trouve que c'est toujours sympa, c'était cet été, on a eu une patiente qui était une jeune patiente de 20 ans qui était hospitalisée du coup en psychiatrie sur un tableau vraiment extrêmement bruyant. Alors moi je ne maîtrise pas du tout la psychiatrie, mais effectivement un tableau délirant extrêmement riche. Extrêmement invalidant, extrêmement bruyant sur plusieurs semaines. Et puis la maman disait, ah, mais quand même, elle marche moins bien, elle est déséquilibrée. Tout le monde, nous les premiers, oui, oui, d'accord, bon, oui. Et puis une IRM artefactée parce qu'elle était agitée. Et on se dit, bon, c'est quand même pas tout à fait normal. Et puis on prend le temps d'aller un petit peu plus loin. Et effectivement, elle avait une méningite et à la fin, elle avait une encéphalite à M-glu-R1, qui sont des encéphalites assez sévères, avec une atteinte du cervelet qui expliquait bien ces troubles de l'équilibre. On a pu la traiter très vite et elle va très bien aujourd'hui. Et ça, c'était une forme purement, présentation quasi purement psychiatrique. Il y avait le syndrome cérébelleux, mais qui était masqué tellement que la présentation délirante était bruyante, avec des thématiques incroyables. En plus, c'était une patiente des dom-toms, donc je sais que souvent, parfois, il y a une composante un peu religieuse ou autre qui vient enrichir le tableau. Et moi, ça m'a marqué parce que nous, on ne les voit pas toujours, ces patients-là, à la phase psychiatrique riche et bruyante. Voilà, c'était un exemple de vie réelle. Alors, c'est une fois par an, hein, mais voilà. Donc ça, c'était le groupe bruyant, atypique, fort, récent.
je vous ai dit tout à l'heure, donc le deuxième grand cadre, qui est celui-ci, sujet jeune et un tableau lentement évolutif. Bah ça, il faut penser aux maladies métaboliques, héréditaires ou non. Alors métabolique, je ne parle pas carentiel, vitamine B1 que vous connaissez tous et parfois qui donne de gros problèmes en phase aiguë et chronique, mais là plutôt tout simplement par exemple de maladies connues mais qu'on ne recherche pas toujours, la maladie de Wilson notamment, donc qui peuvent elles avoir des présentations purement psychiatriques, psychotiques, et voilà, très souvent dans ces maladies qui touchent les noyaux gris profonds, on aura des mouvements anormaux, du syndrome extra-pyramidal un peu atypique, et du coup un excès de mauvaise tolérance aux neuroleptiques. L'imagerie que je vous montre là, c'est une imagerie sélectionnée de maladies de Wilson, donc c'est pour le message de l'IRM. D'autres maladies métaboliques, notamment du métabolisme du cholestéranol, le Niemann-Pick C, qui est un classique parce qu'il s'associe à des troubles des parésies oculomotrices. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours bien penser à évaluer l'économétricité. Des anomalies du métabolisme, tout simplement de la vitamine B9 et B12, l'hyperhomocysténémie. Et puis voilà, il y a tout un tas d'autres maladies métaboliques. Mais c'est vrai que pour la plupart d'entre elles, il y aura des signes extra-psychiatriques et même extra-neurologiques. Mais parfois, pas toujours. Donc ça, il faut effectivement se méfier et penser à se dire, bah voilà, c'est rechercher des symptômes peut-être extra-psychiatriques. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis ici ? Oui, donc ça c'est juste une diapo pareil que je ne vais pas détailler, mais au moins vous l'avez sur papier. Bah, c'est les diagnostics différentiels inflammatoires, je ne vais pas les reprendre, mais aussi non inflammatoires, métaboliques, dans ce contexte de pathologie évolutive du sujet jeune. Donc moi ce que je propose, le raisonnement, c'est celui-ci, c'est déjà caractériser le début. Alors le début brutal, bah oui, ça c'est un peu le côté bête et méchant de la neurologie vasculaire, par exemple. Un trouble neurologique brutal, c'est un AVC jusqu'à preuve du contraire. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important d'y penser, parce qu'on a eu aussi des cas, par exemple, d'hallucinations visuelles un peu surprenantes ou de troubles pseudo-psychiatriques aigus, et finalement, c'était des infarctus dans des zones stratégiques, le thalamus, par exemple, qui peuvent donner des manifestations un peu bizarroïdes. Le caractère aigu, subaigu va un peu avec le caractère brutal, mais je voulais dire voilà, quelque chose qui va évoluer en quelques jours et très riche. On reprend l'archétype de l'encéphalite dysimmunitaire que j'évoquais en début de topo. Et puis le caractère plus progressif, là aussi, il faut penser à des lésions éventuellement secondaires. Cette diapo, je l'ai mise simplement pour rappeler que avant de se dire on a une présentation psychiatrique, on se pose la question d'une origine neurologique acquise de maladies rares, il faut peut-être d'abord penser à des choses beaucoup plus basiques et de se dire qu'en fait, c'est peut-être une agression localisée, focale, cérébrale et ou générale métabolique dans un contexte bien défini. Alors ça, c'est ce qu'on recommande nous. Effectivement, un bilan de base métabolique, pas métabolique au sens maladie rare qu'on a évoqué juste avant, mais au sens tout simplement l'anatrémie, la glycémie, etc. Et ensuite spécifique, spécifique, c'est quand on pense à une maladie métabolique neuropsychiatrique plus rare. En réalité, et en tout cas c'est ce que j'ai pu repérer sur le GHU, tous, vous allez me dire si je me trompe, mais la plupart d'entre vous, sur un premier événement psychiatrique, même de plus en plus sur un premier épisode de syndrome dépressif caractérisé, l'imagerie cérébrale, au moins, est systématique. Alors attention à ça, parce que très souvent, c'est des imageries de débrouillage, avec seulement une ou deux séquences, il n'y aura pas d'injection, il n'y aura pas de coupe fine, donc ça, voilà, s'il y a une arrière-pensée, il faut nous solliciter pour qu'on aille vers une imagerie plus poussée, mais c'est déjà très bien. Un EEG standard qui va être pour nous notre évaluation de base, pour vous peut-être moins souvent, mais bien sûr ça l'est aussi quand même de plus en plus. Et la ponction lombaire, en fonction du contexte, de tous les éléments qu'on a dit juste avant. Et enfin, si on garde une hypothèse alternative ou associée d'une maladie neurologique, on peut aller plus loin dans les explorations biologiques, liquide céphalorachidien en faisant des explorations de deuxième ou de troisième ligne, et d'autres examens parfois plus rares ou plus exotiques, dont les imageries métaboliques, donc au glucose marqué ou à la fluorodopa pour la dopamine, etc. Et donc je vous propose ce schéma qui résume les trois grandes cases que j'ai évoquées en début de présentation. Tout à gauche, les troubles rapidement évolutifs, symptomatologie bruyante qui nous amènent à la suspicion des encéphalites immunitaires. J'ai mis à gauche quand même aussi le Creutzfeldt-Jakob. Pourquoi j'ai mis ? Parce que nous, neurologues, c'est assez classique. Présentation psychiatrique, troubles de la marche, d'évolution rapidement progressive sur plusieurs semaines avec une grabbatisation en quelques mois. Mais c'est vrai que c'est un âge plus tardif. Au milieu,
l'ambiance, sujet jeune, mais truc plus lentement évolutif, les éléments devant faire évoquer effectivement une pathologie neurométabolique et les principales explorations qu'on propose. Et enfin, ce que je n'ai pas évoqué aujourd'hui parce que ce n'est pas dans la thématique de la journée, mais auquel vous êtes confrontés tous, c'est les pathologies psychiatriques à début tardif. Soit on a une pathologie psychiatrique bien étiquetée et puis le patient devient très cognitif avec des manifestations neuro et on se demande s'il n'y a pas une pathologie neurologique qui se surajoute, soit à l'inverse, et c'est ce qu'on voit nous, neurologues, le plus souvent, une pathologie neurodégénérative qu'on a déjà ou qu'on va étiqueter, mais qui s'exprime principalement par des manifestations psychiatriques. Et ça, je ne le commande pas, c'est juste pareil pour faire une sorte d'appendice pour que vous ayez plus d'infos. Les principaux auto-anticorps en première intention, deuxième intention, troisième intention qu'on peut être amené à demander. Ça vous servira, pour ceux qui sont intéressés, de documentation. Et puis une dernière diapo illustrative pour des cas de vie réels. Parfois, il peut y avoir des patients qui ont d'authentiques maladies neurométaboliques ou neurodégénératives, avec en haut une IRM strictement normale et sur des imageries métaboliques. Donc ça, c'était un exemple d'une encéphalopathie ou encéphalite d'Hashimoto qui s'exprime très fréquemment par des manifestations psychiatriques. C'est pour ça que je le montre ici, même si dans la vraie vie, c'est rare. Alors moi, j'en ai eu une ou deux. Mais donc l'IRM cérébrale morphologique, au sens simple du terme, est normale, mais sur une imagerie au glucose marqué, donc une TEP classique au 18 FDG, on voyait qu'il y avait des anomalies de métabolisme qui, après traitement, disparaissent. En haut, en rouge, vous voyez des anomalies avec un hypométabolisme postérieur, c'est-à-dire vous voyez que c'est moins jaune en arrière qu'en avant, et ça s'uniformise et ça s'améliore après traitement de la pathologie. Donc en conclusion, effectivement, des atypicités psychiatriques sur le mode de présentation, sur les symptômes associés et sur l'évolution du patient peuvent amener à faire suspecter une maladie neurologique à expression psychiatrique, l'importance de rechercher des signes extra-psychiatriques et effectivement d'aller plus loin dans le bilan devant ces atypicités. Voilà.